Laurence Potier-Caudron, vous êtes fondatrice et vous êtes aujourd'hui PDG de Temporis. Temporis, c'est le premier réseau d'intérim franchisé de France. Et de recrutement. Agences, pardon. Et de recrutement. Et de recrutement. 154 agences réparties dans toute la France, 9000 intérimaires chaque jour gagnent vos clients et travaillent avec vos clients, 350 millions de chiffres d'affaires. Pour vous présenter finalement 3 grands traits. Le premier trait, c'est le résultat, entre autres, d'une enquête très large qui a été faite dans votre secteur. Et quand on a comparé tous les opérateurs, de vous, on a dit, vous avez la meilleure relation client devant toutes les majors, c'est-à-dire devant, par exemple, Adecco, devant Manpower, etc., etc. Premier point. Deuxième trait, c'est lorsqu'on a dit de Temporis, Temporis est à l'intérim ce que Nespresso est au café. Et troisième trait, c'est quand on vous a dit, alors non seulement vous êtes numéro 1 dans votre catégorie, mais en plus vous avez mis des valeurs, et voilà pourquoi il sera très difficile de vous copier. Nous avons donc 3 questions à vous poser, je vous les pose là et on espère que vous allez y répondre. La première, c'est que s'est-il passé sur le marché de l'emploi, sur le marché du recrutement? Deuxièmement, pour quelles raisons ça a changé? Et troisièmement, quelles conséquences aujourd'hui pratiques pour l'entreprise? Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas y répondre tout de suite à toutes les 3 en même temps. donc, je suis effectivement fondatrice du réseau Temporis. Donc, pour vous dire qui je suis, parce que là c'est une présentation qui est très, très jolie, mais je voudrais aussi vous dire qui je suis vraiment. Donc, moi je suis une fille d'ouvrier et j'ai un profond respect pour les gens qui travaillent. Ça veut dire que mon entreprise, je l'ai créée par rapport à ce que je suis. Et quand j'ai lancé la première agence à Brive-la-Gaillarde, ça rassure tous mes franchisés aujourd'hui, ils se disent si ça marche là-bas, ça marche partout. Et en fait, je l'ai bâti sur des valeurs. C'est-à-dire qu'après une expérience chez Adecco, un des majors qui a été cité, je me suis dit que si on avait une confédération de patrons indépendants hyper impliqués, avec les moyens des grands groupes, la structure franchiseur, on aurait une réponse nouvelle dans ce marché. Donc ça, c'est pour la côté indépendance et façon de faire ce métier. Et pour la notion de valeur, il y a une chose que j'ai faite dès le démarrage, parce que quand j'ai démarré dans ce métier, je me suis tout de suite aperçue qu'on considérait souvent les intérimaires comme un moyen de satisfaire les entreprises, et je trouvais ça dommage, parce que les intérimaires sont comme vous et moi, ils ont envie de travailler en sécurité, d'être formés si possible et d'être reconnus. Donc en fait, j'ai bâti tout mon réseau sur le fait de considérer l'intérimaire comme un client, au même titre que l'entreprise, et donc du coup d'avoir un marketing client intérimaire fort. En fait, ça a donné les conséquences suivantes, c'est que le fait qu'il soit respecté faisait que les intérimaires ne voulaient plus travailler pour d'autres agences. C'est pour le coup un moyen de les fidéliser, et en fait on peut se dire finalement faire ça pour les intérimaires c'est très bien, mais ça apporte quoi aux entreprises? Eh bien, si une entreprise d'intérim et de recrutement fait attention aux gens, leur trouve les missions qui correspondent bien à ce qu'ils ont envie de faire et à leurs compétences, forcément il y aura une fidélisation des personnes plus importante. Je suis déjà en train de vous parler de ce qu'on appelle l'expérience client. Donc, pour revenir à pourquoi on a des difficultés de recruter, bon, je ne vais pas vous parler d'un scoop quand on va dire que vous êtes sur un marché où c'est un marché où l'emploi, les profils sont pénuriques, qu'on a des problèmes de qualification. Ça, voilà, je crois que vous le vivez au quotidien tellement que je ne vais pas insister là-dessus. Et puis, de dire qu'on a, c'est bizarre, beaucoup de demandeurs d'emploi et qu'au finalement, on ne trouve quand même pas les profils. C'est aussi assez particulier, mais ça veut dire que, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, on n'a pas beaucoup investi dans les contrats en alternance et dans l'apprentissage, contrairement à d'autres pays qui s'en sortent mieux et qui font qu'on n'a pas des gens qui font de hautes études et qui ne trouvent pas de débouchés, et des gens qui finalement n'investissent pas les secteurs dans lesquels il y a pénurie. Vous le voyez tous les jours, et on est bien placé dans les agences d'intérim pour le constater également. Donc, il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est les millennials qui vont être, donc les millennials, je rappelle rapidement, mais bon, tout le monde le sait à peu près aujourd'hui, c'est les gens qui sont nés entre les années 80 et les années 2000 et qui ont un rapport au travail qui a complètement changé.
La notion de CDI qui était pour nous le Graal ne l'est plus forcément pour eux. C'est une génération qui a l'habitude de zapper, et ce sont ce qu'on appelle des digital natives. Nous, on a connu l'ordinateur, eux, ils sont nés avec Internet, donc ils ont une façon de concevoir les choses complètement différente. Donc effectivement, soit on continue à faire comme avant, et on ne va pas les rencontrer, soit il va falloir qu'on s'adapte parce qu'ils ont complètement changé le contrat qu'ils ont avec l'entreprise. On l'a tous bien ressenti, pas toujours compris, et à un moment donné, on est amené à devoir le comprendre pour pouvoir continuer à fonctionner, on va dire, correctement ensemble. Alors, pour réinventer ce contrat et faire face finalement à la pénurie, que faire face à la pénurie de profils, eh bien, ça va passer par l'expérience client, dont je vous parlais précédemment. Et en fait, finalement, vous pouvez toujours dire que votre entreprise est intéressante. Si c'est vous qui le dites, c'est comme si moi je dis que ma franchise est la meilleure du monde, c'est mieux quand c'est mes franchisés qui le disent. Donc pour vous, c'est mieux quand c'est nos salariés et donc les vôtres qui disent qu'ils sont bien chez eux. Donc il y a de ça, l'année dernière à la convention de Barcelone avec les franchisés, on a beaucoup insisté sur cette partie-là, sur la notion d'expérience client. Et puis une autre notion importante, c'est la vidéo et le portable. En fait, ce sont les outils de demain et d'aujourd'hui. Le portable, vous voyez bien que tout se fait maintenant avec un portable. Et la vidéo, ça va être, vous allez voir fleurir des supports vidéo parce que les millennials, ils aiment ça. Donc l'expérience client, ça peut ressembler à ce que vous allez voir sur le grand écran. C'est ce que, par exemple, une de mes franchisées a fait et qui est en train de se répercuter dans mon réseau, c'est faire parler les gens qui sont chez vous de comment ils vivent l'expérience dans votre entreprise. C'est maintenant. C'est ça aussi chez Temporis, c'est la relation qu'on instaure avec nos clients entreprises et clients intérimaires. Moi, je dirais c'est cette appartenance à l'identité Temporis. Quand j'ai rencontré Marine il y a 5 ans, j'avais complètement perdu confiance en moi et en mon métier. Ce que j'ai aimé, c'est son approche en fait du recrutement, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de prendre du plaisir chaque jour. Ce que j'aime chez Temporis, ce sont les valeurs partagées par la Dream Team, l'autonomie et la proximité client. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que j'avais bâti mon réseau sur des valeurs. Je ne vous ai pas dit lesquelles, c'est un peu dommage. Donc, forcément, l'autonomie et le professionnalisme, ça, c'est la moindre des choses. C'est ce qu'on attend d'un peu tout le monde. Mais on y a mis aussi la solidarité, le respect, parce que le respect, ça a déjà été dit. Quand on respecte ses clients, on respecte ses salariés. En fait, voilà, en gros, soit on pense qu'on bosse avec des cons et que nos clients sont des cons, et à ce moment-là, il faut se remettre en cause de manière particulière. Mais quand on est là pour faire grandir tout le monde, ça fonctionne plutôt bien. Et bien sûr, j'ajoute l'humilité, parce que sans elle, quand on pense qu'on n'a plus rien à apprendre, c'est un petit peu le début de la fin. Donc, quand on parle d'expérience collaborateur, voilà, on a un exemple d'expérience avec ces vidéos. Mais en fait, l'expérience, c'est tout au long de la relation. Et en fait, c'est l'annonce de recrutement, comment je vais donner envie aux gens de venir chez moi. En fait, les personnes ont besoin de rêver. Vous voyez aujourd'hui dans toutes les annonces, c'est acheter du bonheur quand on vous propose d'acheter un bien immobilier, parce que vous allez acheter un bien immobilier où les gens iront en vacances. Mais on va pas vous parler forcément finance, on va vous parler envie, plaisir. Donc les premiers contacts avec une entreprise, c'est effectivement par l'annonce et aussi par le fait que la personne va aller voir votre site internet, va aller voir tous les avis qu'il peut y avoir sur votre entreprise, va regarder comment ça se passe chez vous sur internet. Il y a un aspect très important qu'on néglige un peu souvent, c'est le temps pour répondre à une annonce. Alors on pourrait se dire, encore une fois, si on se dit il faut qu'ils viennent à nous, on va se dire aussi, s'ils sont bien motivés pour travailler, ils vont quand même prendre le temps de répondre à l'annonce. C'est de moins en moins vrai. Par exemple, nous, aujourd'hui, on a modifié les choses pour que quand on s'inscrit sur la CVTech de Temporis, où aujourd'hui on a 725 000 CV, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'inscrivent
avant d'être rencontrés par l'agence, mais qui nous servent effectivement de sourcing, eh bien, on peut s'inscrire en moins de 10 secondes. C'est-à-dire que la personne va donner son CV, même en format PDF, ça va remplir automatiquement toutes les données et la personne n'a juste qu'à relire et à compléter éventuellement. Ça, c'est très important parce que vous pourriez vous dire, oui, effectivement, il doit aller jusqu'au bout s'il est motivé. Sauf que ceux qui viennent de ne plus avoir de travail et qui commencent à chercher, ceux-là, ils vont aller vers les choses où c'est plus facile à remplir. Et au final, ceux qui vont aller jusqu'au bout, c'est peut-être ceux qui cherchent un travail depuis plus longtemps et c'est peut-être pas ceux-là que vous voulez. Donc, c'est très important de faciliter l'accès à la dépose d'un CV, d'une candidature. Et ce qui est très important derrière, c'est de tout de suite dire c'est bien, j'ai bien reçu, merci, et en fait, on va s'occuper de vous. Parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas répondre à ce genre de choses. Vous pouvez me remettre celui d'avant, s'il vous plaît? Et donc ça, c'est toute la partie démarrage, accompagnement. Donc une fois que la personne, effectivement, a déposé son CV, qu'on l'a rencontré, toute la partie intégration dans l'entreprise est importante. On doit faire en sorte de faire découvrir la totalité de l'entreprise et pas uniquement le poste de travail. Il faut donner du sens. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, les millennials, ils ont un terme, ils appellent ça le bullshit job. Le bullshit job, c'est le job sans intérêt, sans utilité. S'ils se rendent compte qu'ils sont dans une entreprise et qu'en fait, ils ne savent pas à quoi ils servent, ils ne resteront pas. Donc, en fait, il faut vraiment que ça ait du sens. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que finalement, les jeunes apprécient de travailler dans des PME. Parce que justement, dans les PME, souvent, on donne du sens et il y a une proximité et on sait à quoi on sert. Donc ça, c'est plutôt effectivement la bonne nouvelle. Et en fait, c'est aussi des gens qui ont besoin, on le voit juste après dans le pendant, un parcours sécurisé, mais aussi, on voit bien que ce sont des gens qui zappent. Et quand les gens zappent, vaut mieux qu'au lieu de zapper d'entreprise, ils zappent de poste ou de mission dans votre entreprise. Donc l'objectif avec les plus jeunes, c'est de leur donner plusieurs projets. Parce qu'un projet va les reposer d'un autre et ils vont pouvoir avoir plusieurs choses à faire en même temps. Alors on pourrait penser qu'en même temps plusieurs choses c'est pas efficace, et bien avec eux ça l'est, parce que ça leur permet justement de switcher au sein de l'entreprise sur différentes missions. Et on revoit aussi la façon dont on pense l'entreprise et finalement on embauche des gens intelligents, donc autant leur faire confiance et leur donner l'autonomie qui va faire en sorte qu'ils vont rester. Et en fait, on a dans les hiérarchies des choses qui ont considérablement changé. Moi, je le constate dans mon entreprise et on le constate chez nos franchisés. C'est la façon dont on va fonctionner en mode projet. C'est-à-dire qu'une personne va être ravie d'être intégrée dans un projet où son expertise n'est pas forcément la plus importante, mais où en fait, il va se sentir participer à la vie de l'entreprise. Et en fait, on est des fois un peu surpris parce qu'on se dit « Oh, c'est bizarre finalement de mettre quelqu'un du contrôle de gestion dans un projet market ». Et puis au final, c'est assez bien parce que ça permet que quand votre projet sort, il a été bien conçu parce qu'en fait, il a été expliqué à des gens qui ne sont pas du métier. Vous savez, comme c'est très désagréable d'avoir quelqu'un qui intervient et qui parle avec des mots qu'on ne comprend pas parce qu'il parle juste son jargon personnel. Donc le fait de mettre des gens de différents types d'activités sur un projet, ça permet d'avoir un projet qui sort et qui est compréhensible par tous. Et ça, c'est quand même assez sympa. Donc, management collaboratif. Et puis, autre chose qu'on fait plutôt mal dans nos entreprises, je dois avouer que j'ai beaucoup retravaillé là-dessus, c'est quand quelqu'un part. Parce que quelqu'un peut partir pour différentes raisons. On peut aussi avoir envie que cette personne parte. Et c'est finalement très important de faire ça bien. Pourquoi ? Parce que la personne, elle va véhiculer les choses de votre entreprise. Et la façon dont vous vous séparez d'une personne, ça peut aussi bien se passer une séparation. Et c'est plutôt très important que ce soit le cas. Vous avez remarqué que tout le monde aujourd'hui donne son avis sur Internet. Le mieux, c'est que les avis restent bons, même quand vous séparez des personnes. Donc, en fait, c'est l'expérience collaborateur du début à la fin. On parle d'outboarding, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir gérer correctement. Donc,
Donc, par exemple, la façon de postuler, effectivement, est importante. On s'aperçoit que tout le monde dit, à 71%, là c'est des chiffres, je suis moins bonne donc je regarde mes papiers, le côté, l'expérience client, c'est une notion stratégique pour 71% des RH. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que très peu en tiennent compte. Si on parle de chiffres, que l'expérience collaborateur a des conséquences significatives sur l'intégration pour 58%, le management 52% et le recrutement 48%. Et finalement, pour 65% des entreprises, la mise en place de l'expérience collaborateur est soit en cours de réflexion, soit inexistante. Donc, quand on sait que 50% des millennials seront sur le marché en 2020 et que c'est demain, il est franchement temps qu'on s'y mette tous, quoi. Et quand je dis tous, hein, on en fait partie. Et comme on est effectivement dans le cœur des RH, on y est particulièrement sensible. Alors, également, un petit aparté sur les soft skills. Vous l'avez dit d'ailleurs en préambule tout à l'heure, ça fait longtemps que finalement, on n'embauche plus les personnes que sur des compétences techniques. En fait, les compétences techniques sont importantes, mais deviennent de moins en moins essentielles, puisqu'on est dans un environnement qui bouge sans cesse. Donc, dans un environnement qui bouge sans cesse, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir dans nos entreprises? Des gens qui sont agiles et des gens qui sont capables de s'adapter à différents environnements. Donc, les 10 soft skills les plus importants par rapport à 2020, vous les avez devant vous. Et c'est des choses que, voilà, on sait tous que ça fait la différence entre deux personnes quand on a quelqu'un qui a ce qu'on appelle, d'une manière un peu générale, de l'intelligence émotionnelle. Donc, de gros changements dans la façon dont on doit concevoir tout dans notre entreprise. Et en fait, ça a été dit, il faut donner l'impression que nos entreprises sont sexy. Ben non, il ne faut pas donner l'impression que nos entreprises sont sexy, il faut qu'elles le deviennent vraiment. Parce qu'en fait, si on dit des choses, mais que ce que l'on fait ne correspond pas à ce qu'on dit, ça va vite se voir. Donc en fait, le côté intéressant, c'est que les entreprises qui aiment leurs clients, qui aiment travailler avec les gens avec lesquels ils travaillent, ça va se savoir. Et la grosse chance qu'on a aujourd'hui, c'est que qu'on soit petit ou qu'on soit gros, finalement, Internet permet à chacun de s'exprimer. Donc en fait, ça remet un peu les pendules à l'heure. Et pour les gens qui font plutôt bien leur travail, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous transmettre de mon expérience aujourd'hui. Thierry, ça vous convient? Je vous réveille. Oui, j'ai besoin de vous. Vous vouliez en savoir plus peut-être. Vous avez des questions pour Laurence Potier-Caudron. Je vous écoute. Est-ce que sur des compléments d'information par rapport à ce qui vient d'être dit? Vous pouvez passer la carte de France, par contre, s'il vous plaît. Merci. Pour l'instant, non. Je vais démarrer et je reviens vers vous. J'aimerais vous poser une première question, Laurence, faire l'avocat du diable. Vous dites, il faut absolument donner du sens à l'action de l'entreprise, du sens pour la personne que l'on embauche. Oui, mais quel sens? Ça veut dire quoi, donner du sens très concrètement dans l'entreprise? Donner du Parce sens, que personne n'en donne aux chefs d'entreprise. Eh oui, c'est vrai, vous avez raison. En gros, si vous avez... Alors, moi, quand je parle expérience client, je ne parle pas uniquement recrutement. Parce que le recrutement, c'est une chose. Il y a le recrutement, il y a le management et il y a la formation. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un dans l'entreprise qui s'exprime de cette façon-là, qui dit moi, je suis mécanicienne dans une entreprise de location de matériel. Vous en avez des femmes mécaniciennes? Qui a des femmes mécaniciennes? Levez la main. Femmes mécaniciennes. Alors, d'accord. Deux. Voilà. Il y en a un peu. Et donc, si cette personne dit, moi, je suis heureuse d'aller bosser tous les matins, parce que, en fait, j'ai un métier passionnant, on est dans une équipe, il y a une super ambiance. Le patron de la boîte, il a un vrai projet, et il nous l'a transmis, et on sait où on va, on sait comment on va y aller, et on sait avec qui. Et en fait, c'est super motivant. Et quand on pour atteindre cet objectif, on dit que si on avait, par exemple, cette formation-là, finalement, on pourrait améliorer nos performances. Il dit oui tout de suite, quoi. Et quand il y a eu un succès, on le fait tous ensemble.
Eh ben, quand les gens parleront comme ça de votre entreprise, vous aurez beaucoup moins de turnover. Donc en gros, c'est un ensemble. Et la cohérence, c'est ça justement, c'est d'être capable de dire ce que l'on veut être. Je vous donne un exemple concret. Il y a de ça quelques mois, au mois de juin très exactement, avec 5 franchisés de mon réseau qui font partie du comité stratégique, on a fait 2 jours au vert. On est allé chez Yves Rocher, c'était très sympa. Et en fait, on a travaillé sur qu'est-ce qu'on veut que Temporis soit dans 10 ans. On aura réussi les choses ensemble, si quoi. Et en fait, on a défini notre île au trésor et on a vu qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme problématique et qu'est-ce qu'on devait mettre en place. C'était vraiment un moment très important. Et pour vous dire la qualité de la relation, à un moment donné, mon nom est apparu et en gros, ça voulait dire « Et Laurence, si vous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'il arrive au réseau ?» Et j'ai pris ça comme une chance parce que quand les gens osent écrire ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine qualité de relation et de confiance dans le réseau. Donc, on a bâti ça et finalement, on a dit non, mais 10 ans, aujourd'hui, comment on peut bâtir un truc à 10 ans? C'est complètement déraisonnable. Il faut qu'on ramène ça à 5 ans parce que ce sera déjà long. Et on a défini ces 5 projets qu'on a présentés à l'ensemble du réseau avec mes franchisés à la convention qu'on a fait au mois de janvier. Donc voilà, donc du coup, c'était très clair, ça voulait dire voilà où on va, comment on y va, avec qui, sur quelles valeurs, et les valeurs, quand je disais il faut sanctionner, parce qu'en fait, c'est pas parce que les millennials, il faut leur expliquer les règles, qu'il ne faut pas sanctionner quand on n'est pas du tout dans ce qui est prévu ensemble. Quand le collectif a choisi, tout le monde doit adhérer. Et moi, par exemple, j'ai sorti l'année dernière le plus gros franchisé de mon réseau parce qu'il ne respectait plus les valeurs. Et ça a été un acte de management fort parce qu'en fait, les franchisés se sont dit « Ah oui, donc les valeurs, elles ne sont pas... voilà, elles existent, on le savait, mais là, maintenant, on en est sûr parce que quelqu'un qui n'adhère plus, quel que soit son niveau de chiffre d'affaires, eh bien, il sort. » Donc, c'est être cohérent avec ce que l'on dit, ce que l'on fait. Question. Ah ben, on n'est pas arrivé. Hein. Alors, si vous n'en avez pas, je poursuis. Ce que vous venez de dire est fondamental. Finalement, si je comprends bien, recruter pour recruter n'a pas beaucoup de sens. Vous dites tout est lié. Vous ne pourrez vous présenter sur la place publique de recrutement, je vais le dire comme ça, que si le management est cohérent, et vous avez ajouté également la formation. Ça veut dire, mais comment est-il possible que le jeune, si je prends ce cas-là, puisse avoir une idée de ce qu'est le management de l'entreprise? Oh ben, il va avoir une idée très précise quand il va, s'il va sur Internet et que justement on laisse entrer finalement l'internaute dans nos entreprises pour véhiculer les choses qui nous sont chères. Alors, encore un exemple. Du coup, vous me faites faire du concret. Donc, alors, un autre exemple. Moi, j'ai été partagée, comme on peut l'être toujours, pour dire, bon, la communication, elle doit être quand même... c'est important la communication dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut laisser la main? Est-ce qu'il ne faut pas laisser la main? Et bien sûr, quand on est dans un grand groupe de travail temporaire, on ne va pas laisser les responsables d'agence communiquer sur LinkedIn, sur Twitter. Voilà, ça paraît compliqué parce que c'est très institutionnel. Et en fait, moi, je me suis posé la question de se dire comment je fais, parce qu'en fait, finalement, c'est important que mes franchisés ils aient également une belle vitrine digitale et que les valeurs, si on est plusieurs à les communiquer, et qu'elles existent réellement, pour qu'on puisse les communiquer, il faut qu'elles existent réellement, ben on va avoir une communication bien plus forte. Et donc, en fait, on a formé en fait, les équipes à la communication sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et en fait, on l'encadre, c'est-à-dire qu'on donne des éléments, on donne de l'information pour qu'ils puissent la reprendre et que chacun y mettra sa touche, bien évidemment. Mais en fait, il y a un moment donné, il faut accepter finalement, de ne plus complètement tout maîtriser. C'est pas toujours facile pour un chef d'entreprise. Bien sûr. Donc, autrement dit, il y a là une transparence de l'entreprise. On ne peut plus tout cacher. Enfin, non pas qu'on cachait, mais en fait, il n'y a rien à faire, ça va se révéler. Ah de toute façon, oui. D'accord. Je reviens sur la vidéo que vous avez montrée où vous dites, vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce qui est sympa, c'est de faire parler vos collaborateurs et de montrer comment eux, ils sont bien, si j'ai bien compris.
Vous les avez choisis, vous les avez drivés avant de les interroger ou pas? Ah non, parce que ça, cette vidéo, en fait, elle a été faite par ma franchisée de Vannes, vous voyez. Donc Mais elle-même, elle a préparé ses collaborateurs à dire ce qu'ils ont Ah dit? non, pas du tout. Ben non, pas du tout. D'accord. Non, en fait, si vous voulez, justement, ce qui est intéressant, en plus, c'est un bon moyen quand il y a des valeurs, en fonction de ce que les gens disent, est-ce que ça correspond ou est-ce que ça ne correspond pas. Du coup, ça nous permet peut-être aussi de dire, on va peut-être réinsister sur ce qui est important. Mais pour le coup, quand on voit qu'il y a cohérence entre ce qui est ressenti par les personnes et ce qu'on a pu insuffler, ça, moi, c'est une grosse satisfaction. Comment vous dire? Enfin voilà, je crois que je l'ai dit quand j'ai démarré, on m'a dit la dame, ce qu'elle fait, c'est super, mais comment elle va faire pour grandir en conservant tout ça? Et du coup, voilà, moi, quand on a la première relation client, moi, je dis merci à mes franchisés parce que je dis, ça veut dire qu'on a réussi à grandir en conservant ce qui était essentiel. Question. Toujours pas. Retenez-vous. Hein. Ah, si, là-bas, tout au bout. Merci. Vous allez vous présenter, vous poserez votre question. Merci beaucoup. J'en ai plusieurs autres, si vous le permettez. Mais je vous en prie, monsieur, allez-y. Bonjour, Henri, Société All Road. Vous avez évoqué tout à l'heure les sorties. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets, hormis le champagne et d'autres sujets? Ah, les sorties, il y a effectivement le fait de faire un pot de départ, ça c'est une chose, mais c'est surtout la façon dont on va travailler sur, par exemple, la rupture conventionnelle. Parce que si on le fait avec beaucoup de respect, eh bien, ça va fonctionner. Parce qu'en fait, c'est très difficile dans un moment où on peut être déçu de rester cool, quoi, de rester positif. Et là-dessus, c'est vraiment la façon dont on va aborder les choses, parce que de dire à une personne, voilà, la façon dont ça se passe, ça ne correspond pas en fait à ce que nous on attend. Voilà, donc comment on peut fonctionner pour que ça se passe bien, parce que moi, ce que je dis toujours aux personnes, quand je les ai embauchées et que finalement ça se passe mal, parce que 100%, hein, même si on fait du recrutement, on ne fait pas du 100% dans les RH, hein, si quelqu'un vous dit qu'il le fait, il faut quand même, on peut être dubitatif. C'est jamais un problème de personne, parce que la personne, on l'a recrutée, c'est qu'a priori, elle avait des choses qui nous convenaient. Donc en fait, quand on dit à la personne, écoutez, j'ai pas de problème avec vous en tant que personne, mais sur cette partie-là, ça correspond pas à ce que j'attendais, et il faut des fois aussi se remettre en cause. Donc peut-être qu'on n'a pas été assez clair dans les missions qu'on voulait transmettre. Donc en fait, quand on se remet en cause soi, et qu'on accepte finalement de prendre une part de la responsabilité, c'est beaucoup plus facile pour la personne d'accepter que ça ne fonctionne pas. Et si la personne, on estime qu'elle n'est pas faite pour le poste, mais qu'elle a des compétences ailleurs, on va lui dire, voilà, nous, on vous verrait plutôt dans tel type de métier. Et si vous cherchez dans tel type de métier et que finalement, vous avez besoin de références parce que votre comportement, il a été très correct, je pourrais donner des références positives. A-t-on répondu? Oui, je vous remercie beaucoup. J'aimerais repeigner avec vous parce que, en vous entendant, Laurence, j'ai l'impression que tout est du côté du chef d'entreprise et que finalement le jeune, il faut vraiment le caresser dans le sens du poil. J'aimerais d'abord repartir. Quand on embauche quand même pour un poste, un périmètre très précis. Là-dessus, c'est un fondamental. On ne va pas commencer à négocier. Ah non. Ça ne veut pas dire que parce qu'on comprend que leur façon de fonctionner est différente, qu'on accepte tout. Ça veut dire qu'on sait que la grosse différence, c'est que fut un temps, on acceptait des règles sans qu'on ait besoin de nous les expliquer, que là, il va falloir les expliquer. Donc, il va falloir expliquer pourquoi on dit non. Mais par contre, quand la personne, elle est hors jeu, on va lui expliquer qu'elle est hors jeu. Si vous voulez, si on définit ensemble, justement, où on veut aller, et que la personne, ce qu'elle fait est contraire à l'intérêt du groupe, et je dirais même, si vous voulez, c'est des fois très simple, hein, parce que des fois, c'est même les équipes autour qui font comprendre à la personne qu'il y a un problème. Voilà, on est d'accord. Donc, il y a un certain nombre de fondamentaux, ça doit être clair. Ça, c'est la partie pro, je vais dire. Là-dessus, on ne transige pas. Il y a du non négociable. De l'avenir et de l'organisation de l'entreprise. Même avec les millénials, il y a du non négociable. D'accord, on est d'accord là-dessus. Oui. Hein. Donc, le chef d'entreprise, comme jadis, et ça ne change pas, définit le périmètre du poste qu'il lui faut, nous sommes d'accord, pour maintenant et pour demain. C'est bien ça? Alors, c'est le chef d'entreprise et son équipe qui l'a choisi où on allait. Et c'est pour ça que c'est plus facile à faire en sorte de rester dedans. Parce qu'en fait, ce n'est plus une personne, c'est un collectif.
C'est un collectif, d'accord. Quand je dis le chef d'entreprise, ok, parfait. L'entreprise décide, enfin bref, un collectif décide. Très bien. Une fois que le jeune entre, du coup, ou une fois que je le rencontre, ou que nous le rencontrons, que ce collectif le rencontre, vous dites, il y a plusieurs paramètres supplémentaires qui n'existaient pas avant et qui aujourd'hui entrent en jeu. C'est bien cela? Oui, c'est-à-dire... Il était mis séduction, attractivité. Oui, c'est ça. C'est en fait, quand on parle de donner du sens, c'est aussi d'expliquer à une personne qui entre, c'est quoi le métier de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la promesse client? Et donc, pourquoi tout ce qu'on fait est tourné dans un sens? Et pour ça, on ne va pas lui présenter que le poste qu'il va tenir. On va lui présenter l'environnement global pour qu'il comprenne quelle est sa place et comment il va être utile au sein du collectif. C'est ça qu'on appelle rendre l'entreprise sexy? Ah, ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Après, bien sûr... Parce que je vous assure, quand on est dans la machine, l'engin de chantier, sexy, on peut chercher. Hein. Oui, mais par contre, je sais très bien que dans vos métiers, la notion de convivialité, en général, elle est très présente. D'accord. Et ça, c'est les moments collectifs, c'est les moments où on va se réjouir ensemble, où on va passer du temps ensemble, et aussi on va du coup vivre des moments ensemble. Parce qu'on sait aussi que c'est quand on vit des moments ensemble qu'on communique mieux. Moi, pour vous donner un exemple, j'avais 2 services, 2 personnes qui avaient vraiment du mal à fonctionner ensemble. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de me dire, parce que des fois on se dit, bon, bah, ceux-là, on les met d'un côté, l'autre, on les met de l'autre, comme ça on va avancer tranquillement, bah, j'ai fait exactement l'inverse. Je les ai fait travailler ensemble pendant plus d'1 an, et en fait, bah, ça a marché. Il y a des choses encore qui coincent entre eux, mais au moins ils se comprennent et au moins ils ont appris à travailler ensemble de manière intéressante pour l'entreprise, parce que quand vous avez 2 personnalités importantes dans des métiers qui sont quand même finalement très importants pour votre entreprise, le fait que les personnes ne fonctionnent pas correctement ensemble, finalement pour votre entreprise, c'est vraiment préjudiciable. Donc en fait, voilà, il faut des fois faire l'inverse de ce qu'on a une tendance naturelle à faire. Question. Oui, je vous en prie, madame. Isabelle Lacoste, B2MTP, Gaïa Location. Vous parliez tout à l'heure du dépôt des candidatures, enfin des CV de manière très rapide. Alors au niveau d'une agence d'intérim, on comprend comment ça peut se faire, mais au niveau d'une entreprise, comment on peut envisager ce genre de choses? Et dans des PME qui n'ont pas forcément des structures... Alors, vous avez plusieurs moyens, et puis vous avez même celle de passer par une agence d'intérim. Hein. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais y arriver. Non, mais je m'explique, parce qu'en fait, vous voyez des fois la notion de l'intérim par le fait de la prestation de délégation. Je vous envoie une personne pour telle mission. Mais en fait, nous, on a voulu s'adapter vraiment au marché des PME, et on a une offre tiroir. Par exemple, si vous souhaitez qu'on intervienne juste sur les tests de recrutement, on intervient juste sur les tests de recrutement. Si vous souhaitez que, par exemple, moi, un franchisé, quand il passe une annonce sur le site Temporis, c'est repris automatiquement sur 17 job boards en même temps. C'est-à-dire que l'offre est démultipliée. Et parce que ça, c'est du travail répétitif non intéressant. Par contre, c'est repris, ça repart sur Indeed, ça repart sur Jobijoba, ça repart sur tout un tas de sites internet qui sont très forts. Donc, par exemple, si vous souhaitez uniquement une prestation de passation d'annonce et une reprise très rapide, c'est possible. Vous voyez, l'offre, elle va du tri de CV à l'externalisation de la fonction RH quelque part. Donc, en fait, n'hésitez pas à aller vers nos agences pour demander une partie. Ça peut être un entretien final parce que vous hésitez entre 2 candidats. Ça peut être des prestations de différentes typologies de tests. C'est très, très, très varié. Je vous repose cette question-là de façon générale dans un instant. Mais si l'entreprise ne veut pas passer par un professionnel, comment répondre à la question de madame? Comment je peux faire? Et en fait, après, je ne sais pas comment c'est exactement fait chez vous, mais en fait, ce qu'il faut, c'est, par exemple, faites quelque chose de simple. Faites comme si vous alliez postuler à une offre sur votre entreprise. Et faites comme si vous étiez quelqu'un de lambda et regardez le circuit que vous devez passer. Et je pense que si vous le faites vous-même, vous allez vite vous rendre compte des moyens de faire en sorte que ce soit plus rapide. Et aussi le retour très rapide de la candidature. Nous, on le voit dans les agences, c'est assez... des fois, c'est un peu frustrant, parce qu'on sait que vous avez des pénuries de candidats. Et nous, quand on a, par exemple, des franchisés, quand ils savent que leurs clients ont des problématiques de recrutement sur des profils, on appelle ça les profils pénuriques.
Ils mettent par agence, parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes profils pénuriques à Rennes qu'à Agen. Donc, du coup, ils mettent les profils pénuriques. Et quand quelqu'un s'inscrit sur la CVTech, ils ont une alerte automatique, un profil pénurique vient de s'inscrire. Donc, ils l'appellent tout de suite pour le faire passer à l'agence, pour avoir un entretien, pour faire des contrôles de compétences, pour savoir comment ça s'est passé ailleurs, pour pouvoir le proposer. Donc, ça va très vite. Donc, il faut mettre des moyens qui permettent de détecter, en fait, la personne qu'on recherche depuis longtemps, rapidement. Et en fait, je vous disais que c'était frustrant parce que quelquefois, on se dit, bon, on connaît certains clients, on dit, bon, on va appeler en disant, voilà, je viens finalement de trouver un profil qui correspond bien. Il faudrait que vous le rencontriez très vite. Et souvent, l'entreprise dit, ah oui, mais non, ça va pas être possible, c'est la semaine prochaine. Mais nous, c'est très bien que la semaine prochaine, la personne, elle sera déjà placée. Donc, du coup, on passe à une autre proposition pour un autre client. Donc, en fait, quand c'est comme ça, il faut réagir très vite. Quand vous avez confiance dans la qualité de recrutement de partenaires, il faut aller très, très vite. Donc, si je comprends bien, mettre en place la procédure numérique, je parle d'abord dans le premier cas, l'entreprise se débrouille, mettre en place la procédure numérique et la vérifier immédiatement pour voir si oui ou non elle fonctionne bien. Deuxièmement, je m'adresse maintenant à la professionnelle que vous êtes. Par rapport à mon autonomie de chef d'entreprise sur ce marché, qu'apportez-vous, vous, professionnel? Quelle est la différence? Pourquoi je vous ferai confiance? À la limite, je vais prendre la comparaison. J'ai jeté mes lignes, je n'ai pas eu de poisson, je m'adresse à vous, vous dites, mais là-dessus, je vais en avoir. Où est le miracle? Le premier miracle, c'est qu'en fait, nous, on fait ça du matin au soir. C'est notre métier. Donc, en fait, voilà, vous allez recruter, mais vous allez faire d'autres choses, ce qui est normal. Votre cœur de métier, là où vous allez apporter le plus, c'est certainement sur d'autres missions. Donc, en fait, nous, on fait ça du matin au soir. Donc, forcément, moi, je suis comme vous, hein, je me suis aperçue qu'on avait une problématique de sourcing qui ne va pas aller en s'arrangeant, hein, ça c'est sûr. Donc en gros, cette année, par exemple, on a dit avec les franchisés, c'est quoi la problématique du moment?